Aujourd'hui, dans le monde du MMA, Caio Borralho provoque salement Nassourdine Imavov. Il dit que le Français a refusé de l'affronter, il l'insulte de bip et il dit que les Dagestani ont honte de lui. Je reviens là-dessus juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Cet épisode est sponsorisé par Onae, parce qu'après un gros entraînement, chaque athlète mérite une bonne douche. Onae est la marque de référence pour les gars solides, savon fait à la main à Marseille, bourré d'ingrédients actifs. Toute l'équipe Fight Minds a testé, toute l'équipe Fight Minds a approuvé, toute l'équipe Fight Minds vous le recommande. Cette année, ils sortent leur gamme de parfums inspirés par leurs savons les plus commandés. À l'image de leur savon, c'est sans ingrédients douteux et très plaisant pour vos sens olfactifs et ceux de vos proches. Foncez sur notre lien en description et profitez de 10% de réduction avec notre code FIGHT10. Alors, tout commence sur Twitter. Caio publie 3 tweets en disant, désolé, ce bip de français a dit non pour me combattre. C'est un bip de bip. Je vais pas donner les insultes, mais voilà, ça représente, on va dire fillette. Voilà, c'est une fillette, on va dire ça comme ça. Deuxième tweet, il dit, si j'étais lui, j'aurais honte de ce que je vois dans le miroir. Et troisième tweet, il invite à imaginer, donc il nous invite nous à imaginer une conversation entre Imavov et UFC, conversation dans laquelle l'UFC lui propose de combattre Caio Borralho. Il refuse. L'UFC lui dit alors que s'il refuse, Caio Borralho sera le prochain pour le titre à sa place, et Imavov accepte la situation. En plus de ça, on voit une interview de Caio Borralho où il continue un peu cette provocation en réexpliquant justement que l'UFC a proposé à Imavov le combat, qu'il lui a proposé aussi à lui le combat, que lui a accepté, que Imavov a refusé, que l'UFC aurait alors dit à Imavov tu n'es plus le prochain pour le titre si tu refuses ce combat, et que Imavov aurait accepté cette situation. Et après, on a vraiment une provocation qui va un tout petit peu plus loin encore, en disant Caio explique qu'il pensait que les Dagestanais étaient courageux, qu'ils se battaient dans la rue, ils acceptaient tout, etc., et qu'ils ne le considèrent pas comme un Dagestanais et que les Dagestanais auraient honte de lui. Donc, de la pure provocation. Alors, moi, personnellement, j'y crois pas une seconde à cette situation-là. Et je vais commencer par être factuel par rapport à l'aspect sportif d'abord de la situation. Donc, on a Imavov qui a battu Roman Dolidze, qui était numéro 9 au classement au moment de l'affrontement. Ensuite, il a battu Cannonier, qui était numéro 3 au classement de l'UFC au moment de l'affrontement. Ça, c'est 2 main events, 2 fois en 5 rounds, prévus en 5 rounds. Ensuite, il regarde derrière lui, important quand même, il regarde derrière lui, et il bat Allen, qui était numéro 8. Donc, on est sur 3 combats d'affilée dans le top 10, incluant un top 5 en Cannonier. Et après ça, il va battre Adesanya par KO au 2e round, qui était numéro 2. Donc, tout ça se passe sur 12 mois. Donc, sur 12 mois, on a Imavov qui fait 3 main events, 3 combats prévus en 5 rounds. Les 4 combats sont dans le top 10 et 2 sont contre du top 5. C'est quand même assez lourd. Et le dernier combat, la dernière victoire, remonte à il y a seulement 2 mois. Il est maintenant, et c'est totalement logique, contender numéro 1 chez les middleweights. De l'autre côté, on a Caio, qui lui est sur une très belle série de victoires à l'UFC. Il est sur 7 victoires consécutives à l'UFC. Il est invaincu sous la bannière de l'UFC. Mais il n'a que 2 victoires dans le top 15. Seulement 2. Paul Craig, qui était numéro 9, donc c'est top 10, mais c'est bas du top 10. Puis Cannonier, qui était numéro 5 au moment de l'affrontement. Et ce combat contre Cannonier, c'était il y a 8 mois. Ce qui signifie que Imavov est à 2-0. Il a eu 2-0 entre-temps. Depuis le dernier combat de Caio Borralho, Imavov a cumulé déjà 2 victoires, incluant celle contre Adesanya. Aujourd'hui, Caio Borralho, il est numéro 6. Il y a quand même un certain gap. Bref, autant à titre personnel, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, je comprends le call-out, je comprends la provocation, puisque Caio Borralho, il a tout à gagner là-dedans. Autant, je comprends tout ça, autant il y a du mytho quelque part. Je pense que c'est impossible que l'UFC
ait réellement dit à Imavov que KO lui grillerait la priorité. On peut prendre d'autres arguments. Celui qu'on connaît très bien, l'UFC aime les gars qui mettent des KO. Des KO. Imavov, il en a mis 2 sur ses 4 derniers combats dans le top 10, par conséquent. KO, il n'en a qu'un seul sur ses 7 combats à l'UFC. Donc, il y a des petits extras qui m'amènent à penser que non, l'UFC n'aurait pas dit que KO va lui griller la priorité. C'est une situation assez particulière. Bref, en plus de ça, il y a 4 autres options qui sont complètement logiques pour Borraio. Il y aurait Strickland et Whittaker qui sont tous les deux devant lui, mais derrière Imavov. Ou bien, KO peut aussi regarder derrière lui, parce qu'il était hors top 15, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il était derrière Paul Craig quand il a affronté Paul Craig. Il était 12 quand il a affronté Cannonier, qui était 5. Maintenant, il se retrouve 6. Rien ne l'empêche d'une fois regarder derrière lui. Il est sur une série où il regarde chaque fois devant lui. Derrière lui, on a Dolidze et on a Fluffy, qui sont vraiment juste derrière lui. Donc ce ne serait pas illogique comme combat. Et alors, personnellement et égoïstement, Fluffy contre Borraio, c'est un combat que j'ai absolument envie de voir. Donc, voilà, pour résumer, le problème n'est pas KO, parce que le call-out est à sa place. Je trouve ça très normal de faire ce genre de call-out. Une victoire supplémentaire contre le contender numéro 1, ça lui garantit un title shot. C'est un call-out qui est totalement logique. Hein. Quitte à prendre quelqu'un devant toi, autant prendre celui qui est le plus haut. Et je pense que dans la tête de KO, il se dit, ce sera Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Si je prends un Whittaker ou un Strickland, peut-être, sûrement, que Nassourdine reste devant moi. Le seul moyen pour que KO soit celui d'après Khamzat, c'est de battre Imavov. S'il bat quelqu'un d'autre que Imavov, il devra peut-être encore cumuler une victoire supplémentaire ou bien attendre dans une division où les contenders sont actifs, ce qui représente un risque. Donc, très intelligent de sa part, ceci. Après, le call-out est intelligent. Le fait de provoquer, ça permet d'augmenter la probabilité d'obtenir le combat. On se rappelle évidemment de ce qui s'est passé avec Umar Nurmagomedov lors de son call-out pour Dvalishvili. Il y a des fortes rumeurs qui amènent à penser que c'est l'intensité du call-out qui a amené Dvalishvili à lui-même demander d'avoir ce combat-là. Donc, on peut comprendre qu'il y ait une méthode de forte provocation avec un trash talk un peu sale. Maintenant, il y a des gens qui vont pas aimer ce genre de trash talk. Imavov, certainement pas. C'est pas du tout son genre de faire ce type de call-out. Donc, le fait de se faire call-out comme ça, il doit pas apprécier. Mais je pense que on en avait parlé, que Imavov commençait à réellement être capable de passer au-dessus de ce genre de communication. Pour finir, selon moi, cette affaire montre encore la problématique qu'on a actuellement à l'UFC et qui est potentiellement l'une des raisons que la hype diminue. Dricus du Plessis a défendu il y a 2 mois. Alors, ok, c'est assez récent, mais ça fait déjà 2 mois quand même. On est dans une division où on a 2 contenders légitimes en Nassourdine Imavov et Khamzat Chimaev. Et ça ne bouge pas. On ne sait pas ce qu'il en est de Dricus pour la suite. Derrière Khamzat et Nassourdine, il y a des contenders qui peuvent se rendre légitimes assez rapidement, et donc ça risque de créer un sacré embouteillage. Évidemment, Caio Borraio, j'ai parlé de Fluffy qui est sur une belle série de victoires. Si ces deux-là s'affrontent, on va commencer à parler d'eux pour le titre. Ou bien, si Caio prend Strickland et Fluffy prend Whittaker et qu'ils ont tous les deux une victoire ultra impressionnante, on va avoir des nouveaux contenders. Et ça va commencer vraiment à s'embouteiller si on n'est pas actif par rapport à ces défenses de ceinture. Donc, selon moi, dans certaines divisions, je ne dis pas que dans toutes les divisions on doit faire ça, parce qu'il y a des divisions justement où on est en train de regarder et c'est vide par rapport aux contenders, mais il y a certaines divisions dans lesquelles il faut trouver un moyen, du côté de l'UFC, de rendre les champions actifs, et cette division des 84 kilos en fait partie. Parce que sinon, ok, j'entends le contre-argument en disant c'est cool parce que justement on a plein de combats entre contenders, etc., et c'est chouette pour les fans, mais à un moment, s'il y a trop de contenders et qu'ils ont tous des solides arguments pour le titre, ça va devenir aussi frustrant quand on a un champion qui combat que 2 fois l'année, par exemple. Ici, je pense qu'il y a une époque où c'était le cas à l'UFC,
où on avait une moyenne de défense de titre toutes les 4-5 mois plutôt que tous les 7-8 mois. Et Dricus, il a été relativement actif. Il a pris la ceinture en janvier. Il a défendu une fois en août, je pense. Puis il a redéfendu en février. Donc il y a 3 combats pour le titre en 13 mois. C'est pas une mauvaise moyenne. Mais là, voilà, on voit l'état de la division. On se dit, il doit garder le cap. On doit avoir une annonce de Dricus qui défend en mai ou en juin contre Khamzat ou contre Imavov. Avoir une petite indication de ce qu'on fait de celui qui n'a pas le title shot pour savoir aussi ce qu'on fait avec le reste de la division. Et moi, je pense sincèrement que c'est ça qui bloque un peu, c'est qu'on a beaucoup d'activités en dehors du top 15. Et au final, quand on regarde les dernières cartes, il n'y a pas tant d'activités que ça dans le top 15. Et malheureusement, dans certaines divisions, quand il y a cette activité dans le top 15, le problème vient d'encore plus haut. Il vient du champion qui est pas assez actif par rapport à l'état de sa division. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt.